Alexandra Vandernoot, Paul Belmondo, vous êtes à l'affiche de la pièce Le Complexe des Inséparables, qui se joue à l'Apollo Théâtre à Paris. Les représentations ont lieu tout l'été. Alors notez bien parce que c'est particulier. Les lundis, samedis et dimanches. C'est pas mal ça. Jusqu'au 22 septembre, pas mal pour les acteurs. Jusqu'au 22 septembre. Pas de vacances prévues en parallèle? Des petits sauts de puce, quoi, à gauche, à droite. Ouais. Voilà. Non, quand même. Justement, on est libre le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est ça. Et puis un théâtre ouvert le lundi, c'est pas évident du tout. Félicitations. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors sur scène, vous incarnez un couple un peu trop parfait, selon votre personnage, Alexandra. On écoute la bande-annonce, écoutez. Je suis à bout. Je voudrais qu'on soit des gens normaux. On est encore amoureux comme au premier jour et on a toujours été fidèles. T'appelles ça normal? On est datés. Alors qu'est-ce que tu proposes, hein? On balance tout ce qu'on a mis 25 ans à construire et on divorce? Non, pas tout de suite. Il faut se moderniser progressivement, sinon on va pas supporter le changement. On va faire comme tout le monde, se tromper. Eh ben voilà. Non, ça bouge, hein? Oui. Mais ce personnage que je joue, Fabienne, c'est une femme finalement assez touchante parce que elle trouve qu'elle se sent un peu ostracisée, mais c'est dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle trouve que sa vie sociale est un peu réduite à néant parce que c'est le seul couple, donc ils sont mariés depuis 25 ans avec Paul. Ils sont heureux, tout va bien, et donc en fait ils sont un peu, ils n'intéressent pas vraiment leurs amis, ils sont plus assez invités. Enfin voilà. C'est donc un couple en crise qui n'a pas de crise, quoi, en fait. Non, et tout va bien. Ils s'aiment vraiment tous les deux très fort et tout va bien. Sauf que par rapport à l'image qu'ils renvoient, elle trouve qu'ils sont pas assez pétillants et donc elle voudrait changer tout ça et donc elle va arriver avec des idées totalement farfelues. Et lui, par amour pour elle et par gentillesse, va accepter. Et donc, en fait, évidemment, ça va partir dans tous les sens et ça va devenir hors de contrôle, quoi. Alors, Paul, justement, vous jouez un mari plutôt casanier qui n'a pas très envie de suivre Fabienne, justement, sa femme qui vient de parler, de la suivre dans ses aventures. Elle va vous convaincre quand même ou pas, non? Justement, très souvent, dans les couples, on n'a pas la même vision des choses. Et lui, justement, il pense que tout va très bien parce que voilà, depuis 25 ans, tout se passe très bien, ils s'aiment, ils sont fidèles, la vie est belle. Et elle va lui annoncer justement le contraire, qu'elle veut que ça change. Donc oui, il va la suivre parce qu'il est très amoureux de sa femme, donc il va la suivre dans son délire. Mais bon, à la fin, ça va pas se passer exactement comme elle l'avait prévu. Donc c'est ça aussi qui est drôle dans la pièce. C'est comme dans la vie courante, les hommes ils suivent leur femme, parce que sinon ça va pas du tout. Devant, ils font les fanfarons, et puis à la maison, ça file. La femme propose, l'homme dispose. Rappelez-vous de cette phrase. C'est moi qui... c'est une phrase de moi. Alexandra, Paul, maintenant je vous propose que l'on poursuive ce club de l'été avec votre portrait sonore. C'est simple, on va vous diffuser des sons qui devraient à chacun vous rappeler des souvenirs. Et le premier, il est pour vous, Paul. J'ai des enfants, j'adore mes enfants et je vis toujours pour eux et leur vie n'a pas changé. Je vous appelle pour tourner. Dans 5 minutes, vous êtes un voleur. Voilà. Et aussi, quand je veux sortir du plateau, je suis plus un voleur et quand je rentre chez moi, je suis ni un voyou, ni un gangster. Je redeviens Jean-Paul Belmondo, quelqu'un qui est exactement comme tout le monde, qui aime bien la vie. Quel papa était-il, justement, Jean-Paul? C'est ce qu'il dit, justement. C'est que d'un côté, il y avait le comédien, il y avait le personnage que tout le monde connaît et voit, et de l'autre côté, c'était un vrai père, c'était un père aimant, et le peu de temps qu'il avait pour nous, il nous le consacrait à 100%, c'était pas facile, parce qu'il avait un métier qu'il prenait beaucoup, puis surtout au début de sa carrière, où il faisait jusqu'à 4-5 films par an, mais à chaque fois, il bloquait du temps, et justement, les périodes des vacances, en ce moment, c'était justement une période très importante pour lui, et là, il refusait tout, et il n'y avait pas de film, il n'y avait rien. Vous étiez protégé, en quelque sorte, ou pas? Oui, je crois, oui. Alors j'étais protégé, grâce ou à cause du divorce de mes parents. Faut voir ça d'une certaine manière, parce qu'en fait, j'ai été élevé en Angleterre jusqu'à l'âge de 11 ans, donc j'étais quand même très protégé de la notoriété de mon père jusqu'à cet âge-là. Mais après, lui, non, il nous protégeait, et il était très, très protecteur sur ça. Il fallait pas de presse ou de paparazzi proche de lui à ce moment-là. Parce qu'un nom nous rapportait fils et petit-fils, parce qu'il y avait le grand-père. Bien sûr, il y avait mon grand-père aussi, et mon père, et voilà, donc c'est vrai que c'était une famille avec un nom important. Mais la même chose, c'était important pour lui qu'on passe du temps avec les grands-parents l'été. Oui. Moi, j'ai souvenir d'une sacrée soirée où j'ai reçu votre père et sa mère, qui a été extraordinaire et qui a tout révélé sur le petit Jean-Paul Belmondo. Et ça a fait beaucoup rire l'assistance et beaucoup rire Jean-Paul aussi. Oui, d'ailleurs, souvent sur Instagram, les gens me l'envoient et me montrent. Je dis oui, je me souviens. Mais c'était, ma grand-mère était comme ça, elle avait un franc-parler pas possible. Un petit exemple très court. On était dans un restaurant étoilé, mais très connu, vraiment. Et je ne sais plus quel plat c'était.
Et puis elle trouve ça pas bon et elle a demandé du ketchup. Donc imaginez-vous de prendre un étoilé, mais vraiment avec aplomb. Elle a dit non, c'est pas bon, je veux du ketchup. Donc c'était quelqu'un qui était comme ça, très direct. Ça rigolait pas, mais non, ça rigolait pas. Ça se voyait d'ailleurs. Non. La suite du portrait sonore, Alexandra, Jean-Pierre, je vais vous demander de ne pas rougir sur cet extrait. Écoutez. Bon, mais tu me rajouteras des rascasses. Plus de rascasse. Voilà. Mais ça fait pas un peu trop? Une bouillabaisse, c'est une bouillabaisse. Et tu imagines s'il en manquait? Oui, mais enfin, on sera 4, voire 5 si Ingrid nous rejoint. Sait-on jamais? C'est que c'est un moment important. Oui, la bouillabaisse. Très drôle. Quel couple, Jean-Pierre Foucault, Alexandra Vandernoot. Vous avez été mari et femme dans Meurtre sur la Côte Bleue. Vous en gardez un aussi bon souvenir que Jean-Pierre Foucault? Parce que lui, il en garde un très bon souvenir. Jean-Pierre, il nous en parle souvent. Écoutez, vraiment. Écoutez, ce qu'a fait Jean-Pierre au cours de sa carrière, c'est-à-dire faire des directs devant la France entière, quasiment en mondiovision, et des trucs que je serais totalement incapable de faire. Et je trouve que retrouver le naturel d'un plateau de télévision et de jouer en petit comité, parce que forcément une équipe de cinéma, de télé, on n'est pas aussi nombreux que ce que tu as l'habitude de faire. Ouais. Donc moi je trouve que tu es d'une humilité et d'une gentillesse. Enfin. Ah non mais vraiment, et très à l'écoute de la réalisatrice, très à l'écoute. Et moi je t'ai dit à un moment donné peut-être un petit truc, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il a... d'ailleurs. Non mais c'est-à-dire qu'il a laissé de côté tout ce personnage quand même que tu es, et tu es venu comme un petit garçon qui tournait pour la première fois, et tu sais quoi, moi j'ai trouvé ça très touchant. Et on a découvert que vous étiez bon comédien, Jean-Pierre, dans cette série. Troisième document sonore. Il est tout jeune. Allez, on continue le portrait sonore pour vous, Paul Belmondo. Whoa, and the spin from Paul Belmondo. His last Grand Prix for the March team. Made his debut, Grand Prix debut in Spain. His race debut, he tried to qualify before. Alors, est-ce que ça vous manque, le volant? Non, ça me manque pas, parce que j'ai tourné la page, et très souvent, quand on a été sportif comme ça, et j'ai eu la chance de faire de haut niveau comme la Formule 1, à un moment donné, quand on décide que c'est terminé, c'est terminé. Alors, l'envie de piloter des voitures sur un circuit, oui, j'aime toujours, mais la compétition en elle-même, non. Malgré que ça, c'était mon dernier Grand Prix avec March. C'était en Hongrie à 92. J'ai fini 9e, donc c'était un très bon souvenir. Et la scène, ça provoque les mêmes émotions ou pas? Non, c'est différent. Non, il y a des choses qui sont très similaires. Justement, l'approche de la pièce le soir, il y a la même concentration pour moi. Et dans une pièce, c'est très important de réussir le début de la pièce. C'est-à-dire qu'il faut être en rythme et il faut capter le public. C'est vraiment très important, parce que si on part doucement, on l'aura plus tard, mais ça va mettre du temps. Et une course automobile, quand vous avez un départ, c'est très important de réussir son départ, parce que la course risque d'être réussite, on risque de la réussir. Si vous le ratez, vous n'allez pas la rater, mais ça va être plus compliqué. Pour moi, il y a une vraie similitude, et j'attache beaucoup d'importance d'essayer toujours de donner du rythme dans le début de la pièce, parce que je sais que c'est important. On est tous les deux seuls en scène au début, et on a un long moment où on est tous les deux, et c'est vrai que ça part très vite, ceci dit. Fou. En parlant de rythme, il y a un moment où vous nous avez fait hurler de rire, Alexandra Vandernoot, c'est dans une série qui a cartonné sur Netflix, et c'était ça, écoutez. Au final, tu vas mettre ton pif dans mes négos. T'acceptes tout comme une merde, c'est ça qui me casse les couilles. Pardon? Tu me casses les couilles. C'est comme ça que tu parles à ta mère? Maintenant, tu fermes ta gueule. Ici, c'est moi qui décide. Cette série, c'était Family Business, et là, on vous entend avec Raphaël Quenard, série avec Jonathan Cohen, Gérard Darmon, série hilarante. Vous êtes dans la 3e saison, chef du cartel de drogue. Raphaël Quenard, il est à ses tout débuts de carrière là. Oui, c'était, je crois, le deuxième truc qui tournait, en gros. Alors, Raphaël, moi, je lui ai... Enfin, c'est quelqu'un c'est un génie. Mais à l'époque, c'était un génie incontrôlable. C'est-à-dire qu'il partait dans toutes les directions. Et en même temps, il a une inventivité absolument phénoménal. C'est juste que par moment, il n'arrive pas à se canaliser. Et donc, à un moment donné, je lui dis, écoute, tu es comme un tableau magnifique qui serait sur un mur, mais qui dégueulerait au-delà du cadre. Et alors, il m'a regardé quand même, l'air de... Mais voilà, et en même temps, c'est vraiment un diamant brut, quoi. C'est vraiment un diamant brut. Et on voit la carrière qu'il fait maintenant. Exactement. Et tout ça a commencé dans Family Business à vos côtés.